Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la grande interview sur PRC TV. La première conférence semestrielle des gouverneurs de région vient de se tenir à Yaoundé et à cette occasion, j'ai le privilège de recevoir sur ce plateau le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaye. Bernard Okalia Bilaye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de PRC TV au lendemain de cette première conférence semestrielle qui s'est déroulée sous la présidence du ministre de l'administration territoriale. Merci pour l'honneur de m'inviter à cette télévision. Je ne saurais commencer cette interview sans évoquer un incident malheureux qui est survenu dans votre unité de commandement. Il s'agit de la tentative d'assassinat du sous-préfet de Bamenda 2. Alors, vous aviez indiqué lors de la conférence semestrielle que la situation sécuritaire était globalement maîtrisée. Que pensez-vous de cet événement malheureux? C'est un incident malheureux. Par rapport à cet incident, je continue de dire que la situation sécuritaire dans la région du Sud-Ouest est sous contrôle. Et il s'agit de quoi? Il s'agit d'un sous-préfet qui est en fonction à Bamenda, précisément à Bamenda 2, qui passait donc à Limbe pour une visite familiale. Il a été filé par les malfaiteurs et il a fait donc l'objet de cette tentative d'assassinat. On ne peut pas mettre ça sous le coup de l'insécurité générale qu'on a connue il y a quelques années, l'insécurité notamment des activistes terroristes. C'est un acte de grand banditisme. Des bandits l'ont filé, on ne sait pourquoi. Donc, les premières informations que j'ai ne peuvent pas ne renvoient pas à une action terroriste, mais plutôt à une action de grand banditisme des malfaiteurs qui auraient repéré un monsieur de bonne apparence et qui, dans la nuit, se baladait. Ils l'ont suivi pour certainement lui arracher quelques argent. La preuve, dès qu'ils ont tiré, ils ont vu qu'ils s'en sont échappés. Donc, je ne voudrais pas être tenté ou vous dire de remettre en cause ce que j'ai dit par rapport à l'état, la situation générale de la région du Sud-Ouest, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan social et même sur le plan politique et sur le plan économique. Il faut dire que les autorités administratives paient le lourd tribut de cette crise. Vous-même, vous avez subi déjà 2 attaques de personnes armées. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Nous avons été à plusieurs reprises. L'attaque, mon convoi a essuyé des attaques terroristes à plusieurs reprises. Nous rendons grâce à Dieu qu'aujourd'hui nous sommes vivants, nous avons échappé à cette tentative d'assassinat. Nous remercions la très haute hiérarchie, notamment le chef d'État qui, après cette tentative, a mis quand même à la disposition des autorités à travers l'armée des engins sécurisés, des véhicules blindés que nous utilisons de temps à autre, notamment quand nous traversons des zones hautement suspectes. Mais nous disons que la situation a largement évolué. La situation a largement évolué aujourd'hui grâce à l'action des forces de défense et de sécurité, mais surtout l'appui de la population, parce que la population avait été manipulée pendant longtemps. On leur a vendu du vent et avec les mesures mises en place par le président de la République notamment, qui nous demandait de nous comporter comme des autorités en charge du rétablissement de l'ordre public troublé, c'est-à-dire en évitant particulièrement les dégâts collatéraux. Ce n'était pas des opérations faciles pour les forces de sécurité qui, quelquefois, devraient plutôt rechercher à désarmer les assaillants qu'à les neutraliser. Donc, grâce à ces mesures, les populations ont compris que l'État, les autorités, les forces de sécurité n'étaient pas leurs ennemis,
plutôt c'est ces messieurs, les terroristes et leurs agents, qui prétendaient les protéger ou les sauver de je ne sais quoi, qui plutôt étaient leurs ennemis puisqu'ils les tuaient, ils les pillaient, ils les violaient, ils arrachaient leurs biens. Cela nous a permis donc de récupérer cette population qui aujourd'hui est avec nous, qui est revenue à des comportements citoyens. Ils concourent à travers les comités de vigilance, à travers leurs leaders traditionnels, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les chefs de communauté, à assurer une vigilance en dénonçant ces terroristes qui continuent de se cacher au sein de la population. Donc, nous remercions le chef d'État qui nous a équipés et qui ne cesse de renforcer les forces de sécurité, les forces de maintien de l'ordre et qui prescrit ces méthodes de travail des méthodes qui auraient pu, par leur brutalité, traumatiser les populations, mais plutôt les rassurent. Je voudrais vous citer, par exemple, les actions civilo-militaires, c'est-à-dire des prescriptions données aux forces de sécurité d'aller vers la population, de les aider avec des campagnes de soins, leur distribuer quelquefois des vivres, aider les enfants pendant les rentrées scolaires. Toutes ces mesures ont permis de rassurer la population en disant non, c'est plutôt ceci l'État, les forces de sécurité, les autorités militaires qui nous protègent contre les terroristes. Et maintenant, la peur a changé de camp et l'État citoyen, les populations sont revenues à des comportements de citoyenneté. Ils savent qu'ils ont des autorités, ils ont des leaders, ils leur font confiance, ils dénoncent les autres. C'est grâce à ça que la situation est revenue à la normale et nous, on peut donc continuer à exercer, à assumer les missions que le chef d'État nous a confiées, à savoir continuer de protéger cette population et leurs biens, assurer leur épanouissement en leur permettant de vaquer à leurs occupations en ville, en permettant que les commerces, les affaires puissent fonctionner, en encadrant les activités agro-industrielles, notamment dans les agro-industries comme la CDC, Pamol et d'autres, les Bow Plantations, et en ramenant surtout les leaders locaux, c'est-à-dire les chefs traditionnels dont la plupart avaient fui les atrocités, les leaders religieux et les élus locaux à rentrer dans leurs différentes bases, assumer leurs responsabilités de leaders locaux pour que les populations ne soient pas abandonnées à elles-mêmes. Donc voilà la situation et c'est grâce à cette situation que nous sommes là et que nous pouvons dire que la région est debout, l'État est présent et les populations sont rassurées, elles vaquent à leurs occupations et plus que jamais elles sont déterminées à barrer la route donc à ces vendeurs d'illusions qui les avaient manipulés il y a quelques années. Ces vendeurs d'illusions, monsieur le gouverneur, à un moment donné, étaient gorgés d'un point de vue idéologique et semblaient motivés par des ambitions politiques et donc disaient qu'ils mènent une lutte politique. Donc maintenant, il se dit aussi que désormais, ce ne sont plus des personnes qui ont des revendications politiques, mais que c'est devenu le grand banditisme. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Mais c'est ce que je viens de dire tantôt. D'abord, il disait qu'il lutte pour... il mène une lutte de libération. Pour libérer qui? Qui était otage? C'est plutôt eux qui prenaient ces populations en otage. En plus, il disait qu'il luttait pour la libération des populations. En même temps qu'il
traumatiser ces populations. Ils les tuaient, ils détruisaient leurs biens, ils violaient les femmes, ils empêchaient aux enfants d'aller à l'école, alors que eux, leurs enfants, notamment les donneurs d'ordre qui sont à l'étranger, leurs enfants allaient dans des écoles, des grandes écoles à l'étranger. Vous savez, aujourd'hui, l'État a un problème dans cette région, dans nos deux régions. Il y a une génération de jeunes enfants. À l'époque, ils avaient 4-5 ans. Aujourd'hui, ils ont dans les 10-12 ans. Ils ne sont pas allés à l'école. L'État est en train de, les ministères en charge sont en train de concevoir des programmes pour que cela puisse rattraper ce temps perdu. Mais vous savez, avec l'âge, ce n'est pas facile. Nous menons beaucoup de concertations. Donc, ces messieurs qui menaient donc en réalité cette économie de guerre, puisqu'ils pillaient à gauche, ils avaient confisqué les plantations communautaires, les plantations villageoises, ils vendaient dans le marché noir, ils se faisaient de l'argent, ne peuvent pas dire qu'ils menaient une lutte de libération. Tout au contraire, ils traumatisaient les populations. Et aujourd'hui, les populations l'ayant compris, ceux-là qui continuent encore de manière marginale à mener ces activités ne sont autres que des bandits de grand chemin, des coupeurs de route comme on les appelle dans la zone septentrionale. Et c'est des chefs de guerre qui vivent grâce au kidnapping, grâce au pillage. Mais aujourd'hui, l'armée est là, les forces de sécurité sont là et les populations elles-mêmes sont déterminées. Donc, c'est des messieurs qui sont en cavale. Et beaucoup ont compris qu'ils doivent se rendre aux autorités. Si vous suivez les actualités, vous voyez que, notamment dans les zones de Koumba, dans la Mémé et dans l'Ondja, beaucoup, voyant que l'issue n'est autre que la direction du Père Lachaise, c'est-à-dire les cimetières, viennent spontanément avec leurs armes se remettre. Parce que le chef de l'État a mis en place des institutions pour récupérer tous ces jeunes gens qui avaient été manipulés. Le chef de l'État était conscient qu'ils avaient été manipulés, donc il a mis en place des DDR, oui, des centres de désarmement, de démobilisation, de réinsertion. Et ils sont accueillis dans ces centres. Il y en a à Boya, il y en a à Bamenda. On les récupère et on les remet dans des conditions où ils peuvent se rattraper en suivant des formations à gauche, à droite, dans le centre, et se préparer à réintégrer la vie normale pour qu'ils soient eux aussi des acteurs de la vie normale, de la vie sociale, pour qu'ils puissent concourir à la construction. Il y a beaucoup qui sont passés par là et qui ont des emplois dans certaines entreprises. D'aucuns sont rentrés dans les différentes localités et se sont remis dans des activités agro-pastorales. D'autres sont dans les petits business. Ils témoignent à visage ouvert pour dire à ceux qui sont encore en train d'errer de revenir, qu'il n'y a pas un avenir là-bas. Et d'ailleurs, ils sont souvent surpris de la manière dont ils sont accueillis par les autorités administratives, les leaders religieux, les leaders traditionnels et les responsables politiques. Donc, c'est vous dire que ce que vous évoquez, à savoir la lutte pour ceci ou la lutte pour cela, n'a été qu'une illusion. Un groupuscule des personnes s'était regroupé pour s'amuser avec l'État du Cameroun. Le chef de l'État l'a souvent dit et l'avait dit, on ne s'amuse pas avec le Cameroun. On ne s'amuse pas avec un État aussi fort que le Cameroun. Ces voyous-là croyaient qu'en tuant 2, 3, 4 personnes à gauche, à droite, ils allaient ébranler le pouvoir
ils allaient faire fuir les autorités, ils allaient prendre possession du territoire. C'était un songe, comme tout songe est un mensonge. Voilà là où nous sommes. Nous continuons à demander aux familles qui ont encore certains de leurs qui sont en divagation de revenir. Et puis vous savez aussi, notre diplomatie s'est déployée. Et nos partenaires au développement, notamment les pays qui abritaient les donneurs d'ordre, ont réagi et continuent de réagir en interpellant par la voie judiciaire la responsabilité de ces messieurs-là. Et je crois que sur le plan local, sur le plan individuel, sur le plan communautaire, sur le plan international, ils savent que leur cause a été vouée à l'échec dès le départ, dès sa conception. Parlant de ces familles, monsieur le gouverneur, est-ce que ces familles ont cessé, parce que ce que j'allais dire, c'est qu'on parle souvent de collusion scabreuse entre les populations et les groupes armés. Alors aujourd'hui, à ce stade-ci, est-ce qu'il y a une sorte de détachement complet de certaines de ces populations-là qui entretenaient des liaisons dangereuses avec les terroristes sécessionnistes? Exactement, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que ce que nous avons réussi à faire, à ramener les populations aujourd'hui, à neutraliser à plus de 90% ces bandes-là, c'est grâce aux populations. Au sein des familles, les familles avaient été mises devant leurs responsabilités. Il y a eu des dénonciations publiques pour dire à tel chef de famille, nous avons la preuve que vos enfants sont là-dedans. Vos enfants étant là-dedans dans le village, vous êtes complices. Ils ont été interpellés. Et ceux dont les membres de famille étaient neutralisés étaient bien embarrassés d'aller chercher les corps. Donc la responsabilité publique, sociale, communautaire a été établie et les parents ont donc compris. Aujourd'hui, ils sont détachés. C'est pour ça que je dis, dans tous les villages, tous collaborent énormément avec les comités de vigilance pour dénoncer ces gens. Parce que, qui sont-ils? C'est des gens comme vous et moi qui sont bien habillés, mais qui à un moment se déguisent, vont faire le coup, se changent et reviennent dans la posture normale des habitants du village, des habitants du quartier. Donc il n'y a que les voisins, les habitants du quartier, pour les dénoncer en les soupçonnant. On dit, mais celui-ci, généralement on ne le voit pas le jour, il dort et puis il mène un train de vie, on ne sait pas d'où lui viennent ses ressources. Ben, on commence à s'intéresser à ses activités et on découvre que c'est un en bas, comme on les appelle, et tout de suite, le renseignement va chez les forces de sécurité ou alors chez le chef du village, le sous-préfet. On vient le prendre. Donc, les populations se sont distancées, se sont désolidarisées. Et c'est d'ailleurs, certaines familles ont été bannies, mises en quarantaine pour des collusions avec les groupes terroristes. Certains sont fichés. Donc, tout le monde fait attention maintenant. Parce que, dites-vous, les dommages qui ont été causés par ces soi-disant en bas terroristes, séparatistes, ont retardé pour des décennies le développement de cette belle région du nord-ouest et du sud. Et vous savez, le chef de l'État, après son passage lors du cinquantenaire de la réunification, avait lancé des grands travaux dans la ville de Buea. D'abord, pour préparer cet événement, on a refait toute la voirie de Buea. Buea a été transformé en moins d'un an. Et après le passage du chef de l'État, il a lancé les travaux de la route Kumba, Manfe et Kok, frontière du Nigeria. Donc, c'est une route de grande importance. Le Niger étant un grand pays qui est un partenaire dans les échanges économiques, est un grand marché. Et beaucoup, donc, des commerces circulaient. Et
À peine les populations voulaient bénéficier de ces infrastructures que ces messieurs se sont projetés sur la scène en perturbant tout. Aujourd'hui, les populations ont compris que les opportunités que le chef de l'État a étalées dans la région du Sud-Ouest, tant du point de vue des infrastructures routières, des infrastructures sportives, avec le CHAN, la CAN féminine, puis la CAN, devraient être exploitées. Surtout les jeunes ont compris qu'ils devraient, au lieu d'aller risquer leur vie dans ces activités terroristes, devraient faire usage de ces différentes infrastructures pour développer leur talent, pour saisir leurs opportunités. Et c'est là où on en est. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que le phénomène des villes mortes, des ghost towns persiste, monsieur le gouverneur? Parce qu'à vous entendre, la situation, et je suis d'accord avec vous, la situation se normalise, mais pourquoi il y a toujours les ghost towns dans cette région? Bon, voilà, votre question est intéressante. Il y a des ghost towns, mais nous devons relativiser. Il y a des gens qui ont pris les habitudes de bringuer, de travailler juste du dimanche. Et lundi, ils ferment jusqu'à une certaine heure. Bon, c'est devenu des habitudes. Et s'il n'y a pas toujours un fond de peur derrière ces réflexes? Il y a un fond de peur dans certains quartiers. Et dans la ville de Buea, où je réside, dans la ville de... Ces aspects de ghost town ont lieu du côté de Moliko, dans certains quartiers. Mais si vous entrez dans la ville de Buea, vous serez surpris que tout est ouvert. Les taxis circulent. Les administrations sont ouvertes, les commerces sont ouverts, mais nous avons arrêté d'aller sortir les gens de chez eux pour aller ouvrir leur boutique. Cependant, beaucoup ont compris que c'est eux qui perdaient. Donc, spontanément, aujourd'hui, on peut vous dire, vous pouvez avoir l'impression de ghost town jusqu'à 10h, 11h. Après, à partir de midi, tout est ouvert, la situation est normale. Et puis, vous savez, Buea est une cité universitaire. Les étudiants sont là, ils doivent aller dans les cours, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de ça, et ils circulent. Ce qui fait que ce phénomène de ghost town est très, très marginal. Il renvoie maintenant à des habitudes que certaines personnes, depuis 5-6 ans, ont, des habitudes qu'ils ont adoptées, d'aller lundi à leurs occupations en traînant les pieds. Et parce que le dimanche aura été trop actif. Et vous savez aussi que la ville de Buea, la ville de Limbe, c'est des destinations touristiques. Tout à fait. À partir de vendredi, samedi, dimanche, la ville est pleine de touristes. Donc les gens travaillent, les jeunes, ils bringuent surtout pendant les vacances, comme ça, jusqu'à minuit, jusqu'à 3h, 4h du matin, 6h, ils sont fatigués. Et certains tirent donc prétexte de ce ghost town en disant, bon, on ne va pas aller faire ceci ou cela, on se repose. Mais en réalité, c'est des habitudes parce que les week-ends sont très animés, les week-ends sont très fructueux, ils font beaucoup d'affaires jusqu'au petit matin de lundi, ils sont fatigués, ils se reposent, mais en général, dans l'après-midi, ils reprennent les activités. Merci, monsieur le gouverneur, pour cette première partie de notre émission. Nous allons marquer une courte pause. La grande interview revient dans un instant. À tout de suite. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de la grande interview, je reçois aujourd'hui le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaye. Monsieur le gouverneur, nous allons aborder une autre articulation de cette émission avec notre confrère de la rédaction, Abdoul Kadir Ngoura, qui nous suit depuis le studio 2. Abdoul Kadir Ngoura, bonjour.
Merci, bonjour Alain Patrick Fouda. Merci de nous retrouver depuis le studio 2 de PRC TV pour cet autre exercice. Monsieur le gouverneur Bernard Okalia Bilay, bonjour. Bonjour. Monsieur le gouverneur, d'entrée de jeu, permettez-moi de faire cette petite observation sur la situation qui prévaut aujourd'hui dans votre circonscription de commandement. Cette crise sociopolitique a provoqué un départ massif des populations, y compris des chefs traditionnels de cette région pour d'autres villes du Cameroun. Ces populations sont-elles de retour? On a cru entendre justement dans vos propos liminaires que de plus en plus, il y a un retour à la normale dans cette partie. Maintenant, dans quelle proportion évaluez-vous ce retour-là? Dans quelle proportion j'évalue les retours? Les retours sont massifs et effectifs. Je pourrais dire que 80% des déplacés internes, toutes catégories confondues, sont de retour. Vous avez aujourd'hui un phénomène de surpopulation, de surcharge dans les villes de Buea, de Limbe, de Kumba. Il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que beaucoup des populations qui s'étaient déplacées sont revenues et s'installer dans ces villes. Beaucoup de populations qui étaient déplacées des autres régions et qui cherchaient des refuges viennent s'installer à Buea. Je peux vous dire que depuis 3 ans, la population de la ville de Buea a doublé. Et la municipalité a des problèmes et gênée parce que toutes les infrastructures sont surchargées. Pour partir de Bolifamba Mile 17 dans les CV du gouverneur, vous mettez facilement 1 heure à cause des embouteillages. C'est des phénomènes qu'on ne connaissait pas. Il y a une crise de logement et une crise foncière. Les gens achètent des bouts de terrain à gauche, à droite parce qu'ils veulent s'installer. C'est la preuve que les populations sont revenues, qu'elles nous font confiance et qu'elles sont occupées, dynamiques, collaborent. Parce que, vous savez, à Buea, nous n'avons pas le phénomène des mototaxis. Donc, nous n'avons que des taxis. Et la ville de Buea, qui est quand même une ville de région, a plus de 3000 taxis. Et des taxis propres. Les gens nous font confiance. Les gens font confiance à l'administration, aux forces de l'ordre et de sécurité. Les jeunes gens, les fils et filles de la diaspora viennent investir. Ceux qui font souvent 6 mois, 1 mois sans visiter la ville de Buea, les membres du gouvernement, quand ils viennent en mission, ils me disent « Mais monsieur le gouverneur, comment vous faites ?» Nous voyons que les maisons poussent, les immeubles poussent, et les affaires se développent. Je leur dis « Mais c'est la confiance que cette population fait à l'État que nous représentons. » Ces investisseurs sont assurés qu'ils peuvent venir investir dans leur localité d'origine, dans leur chef-lieu de région et dans cette ville qui a quand même des caractéristiques qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est le pied de la montagne, il y avait un climat formidable, avec des aliments de qualité, une cuisine, bref, un environnement qui est très attrayant. Donc, c'est la preuve que les populations reviennent. Et reviennent pas seulement les populations locales, même d'autres populations nous font confiance, elles reviennent s'installer à Buea. Et évidemment, cela nous pose de nombreux défis à surmonter, à savoir la voirie urbaine, les routes, l'eau, l'électricité, les maisons, les écoles. Mais avec le soutien du gouvernement, nous parvenons à surmonter ces difficultés.
Alors, monsieur le gouverneur, vous dites que c'est un retour progressif au calme et à la sérénité, mais reconnaissons-le également, la crise a durement affecté les activités économiques. Oui, et justement, la crise a durement affecté les activités économiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la reprise est très dynamique. Les gens se rendent compte que les populations avaient été manipulées. Les commerçants, les hommes d'affaires avaient été manipulés parce que, par exemple, les activités agro-pastorales, pendant que les populations avaient abandonné leurs activités, les terroristes s'étaient installés. Ils récoltaient et vendaient dans le noir. C'est ce que j'avais appelé l'économie de la guerre. Donc, à la faveur de la sécurisation et de leur meilleure compréhension de l'état des choses, ils reviennent, ils collaborent. Donc, ils veulent rattraper le temps perdu. Ils veulent rattraper le temps qu'ils ont perdu pour accompagner leurs enfants dans les écoles. Et c'est chacun qui est maintenant déterminé à reprendre son activité. Et beaucoup reprennent goût à la vie et à la faveur d'un certain nombre de mesures prises par la haute hiérarchie, le gouvernement, à savoir la libéralisation de la commercialisation du cacao par les producteurs à travers les coopératives, à travers des organisations communautaires, les uns et les autres se rendent compte que ils ont accès à l'argent dans leur village. Ils produisent, ils vendent librement et ils peuvent s'occuper de leur famille. Donc cela crée une certaine émulation, une excitation qui les amène à plus de travail et à une détermination que j'ai évoquée, à savoir barrer la route aux terroristes, reprendre le contrôle de leurs activités et mettre tout en œuvre pour que cela ne se reproduise plus jamais. Alors, une autre question qui suscite également beaucoup de réactions, autant qu'elle divise également l'opinion, c'est la reconstruction du tissu économique dans cette partie du pays, monsieur le gouverneur. À date, quelle évaluation faites-vous depuis le retour à la normale que vous avez mentionné? Le tissu économique institutionnel, à savoir les agro-industries, les sociétés d'État, se sont remises au travail malgré la situation que l'on connaît de la Sonara, qui est quand même une des grandes industries leaders, qui à travers ses activités entraînait beaucoup des activités connexes, les subcontracteurs, les sous-traitants et autres. La CDC reprend grâce à la magnanimité du chef d'État qui a accepté de faire payer près de 4 années d'arriérés de salaire aux victimes d'arrêt de travail, des employés de la CDC. Ils sont en train de percevoir cet argent pour qu'ils aillent relancer leurs activités, ce qui est effectif. La PAMOL, qui aussi a repris, qui est en train de se rééquiper et qui est en train d'augmenter même sa production malgré l'état de route pour évacuer les produits, ainsi que d'autres activités. Vous avez les Beau Plantations, il y a beaucoup de smallholders, c'est-à-dire des petits porteurs qui sont des clients de la CDC, des PAMOL, dans le domaine du palmier à huile, de l'EVA, de la banane, et évidemment les activités maritimes. Vous savez, les marchés de Buea, les marchés de vivres, sont des grands marchés qui attirent non seulement les revendeurs de la capitale économique, la mégalopole économique Douala, mais aussi ceux qui vont vendre en Guinée équatoriale voisin, au Nigeria voisin. Si vous arrivez au port de Chico, vous serez surpris. Il y a plein de bateaux. Je ne dis pas des pirogues, mais des bateaux, des grands bateaux qui chargent pour exporter en Guinée équatoriale voisin. Il y en a qui chargent pour aller au Nigeria. Donc, cela traduit
même une redynamisation du tissu économique. Et je vous ai dit que tantôt, la production a repris dans les zones rurales. Ce qui fait que cette production-là doit être évacuée. Et ça fait une chaîne. Les jeunes gens qui vivaient des kidnappings et qui avaient le risque de se faire éventuellement neutraliser par les forces de sécurité, viennent remettre spontanément leurs armes en disant « nous préférons aller travailler ». Ils travaillent dans les cacaoyères des familles, ils travaillent à la CDC, ils travaillent à la PAMOL, ils travaillent dans les Beaux Plantations, ils travaillent à la SPNP, ils gagnent leur vie et cela amène une activité économique intense. Et je voudrais aussi vous dire que la diaspora investit énormément dans les hôtels, dans l'immobilier et dans beaucoup d'autres activités. Dernièrement, nous avons accompagné le ministre de l'enseignement, le ministre d'État, voir les start-up qu'il avait financés. Nous avons découvert, en plein Molico, qu'il y a des groupes de jeunes gens, mais qui transforment localement des produits qu'ils exportent, s'il vous plaît, aux États-Unis. Mais nous-mêmes qui habitons dans la ville, on était émerveillés. Et il y en a comme ça par dizaines. Pour preuve, une ville estudiantine comme Boya et Limbe, mais quand vous voyez les activités, vous voyez le rythme des villes au niveau des vies, vous vous demandez, mais l'argent vient d'où? L'argent vient de toutes ces activités. Les jeunes gens sont très ingénieux et ils profitent des différentes sources de financement qui sont mises en œuvre par le gouvernement, par le chef de l'État, les PIACI et autres. Les start-up se multiplient et des jeunes trouvent leur compte. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question sur le tissu des activités de tous bords, des activités productives. Et la santé justement de ces agro-industries, à savoir la CDC et PAMOL, était justement ma dernière préoccupation, monsieur le gouverneur. Vous m'avez donc dévancé au Kalia Bilay, gouverneur de la région du sud-est Cameroun. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations. Alain Patrick Fouda, pour la suite de l'émission. Merci Abdoul Kadi Ngoura pour la pertinence de vos questions. Monsieur le gouverneur, vous avez juste évoqué la Sonara, vous n'êtes pas entré dans les détails. Moi, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est avec la réhabilitation de cette entreprise qui faisait tout le charme de la ville de Limbe, notamment, et de votre région de manière générale. Bien, merci. La Sonara est là, la Sonara fonctionne. Elle fonctionne certes au ralenti. Vous savez que c'est une partie qui avait été brûlée. La Sonara avait fait l'objet d'une extension. La partie qui a été étendue, c'est-à-dire la nouvelle section de la raffinerie est là, elle est intacte. La Sonara fonctionne. Elle assure l'importation des produits finis. Donc elle fonctionne comme un dépôt pétrolier. Elle fonctionne comme un régulateur dans la plupart des importations de produits, puisque les tanks que vous connaissez sont là. Et le seul terminal pétrolier, si je ne me trompe, que nous avons actuellement au Cameroun, c'est le terminal pétrolier de Cap Limbo. Cap Limbo, c'est la Sonara. Donc, la Sonara fait donc usage de ces infrastructures et parvient donc à faire écouler dans l'ensemble du territoire les produits pétroliers. Donc, la Sonara fonctionne. Mais la raffinerie, la section raffinerie ne fonctionne plus. Au niveau du gouvernement, la préoccupation est là, des ministres descendent,
pour mener des études de reconstruction, de réhabilitation. Ce que nous savons au niveau local, c'est que la réhabilitation, la reconstruction de la Sonara est au cœur des préoccupations du gouvernement, du chef de l'État. Bon, maintenant, nous attendons que tout cela soit formalisé. Mais pour le moment, aucun emploi n'a été perdu à la Sonara. La Sonara s'est reconvertie rapidement sur haute instruction du gouvernement. Elle mène ses activités. Évidemment, vous l'avez dit, c'est une industrie leader. Tout le monde, toute la population, nous attendons que le travail de raffinage reprend, avec tout ce que cela comporte comme sous-activité et sous-traitant. Le dynamisme de la ville de Limbe, du Fako et de la région reprendra avec la pleine activité de cette industrie de raffinage. Monsieur le gouverneur, on va marquer une autre pause et on revient. Mesdames et messieurs, une courte pause et on revient à tout de suite. Sur le plateau de la grande interview sur PRC TV, je suis avec le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaye. Alors, monsieur le gouverneur, le corps électoral a été convoqué le 12 juillet dernier. Est-ce que vous pouvez nous assurer que la campagne et le scrutin vont se dérouler dans le calme? Oui, je peux vous le rassurer. J'ai rendu compte à la haute hiérarchie lors de nos travaux de conférence. Et les assurances, c'est quoi? C'est d'abord que les 6 départements fonctionnent. Les 6 préfets et leurs sous-préfets sont en poste. Les forces de sécurité cadrées, les services techniques sont présents à tous les niveaux régionaux, départementaux et d'arrondissement. Toutes les activités qui font partie des programmes gouvernementaux, à savoir les vaccinations, la distribution des intrants agricoles, les scolarisations des enfants, ont cours dans toutes les localités, à quelques rares exceptions près, peut-être pour des problèmes de disponibilité d'infrastructures. Vous savez, beaucoup d'infrastructures avaient été détruites. Je vous ai dit tantôt, il y a eu un retour des déplacés internes, des chefs traditionnels, des leaders religieux, des chefs de communauté, les élus locaux, les conseillers municipaux et les maires. Donc la vie a repris partout dans les 31 arrondissements. Et de ce fait, toutes les activités qui ont cours dans le reste de la République ont cours dans ces différentes localités. Cela induit forcément que l'élection, qui est une activité souveraine nationale où tous les Camerounais doivent s'exprimer, auront lieu dans l'ensemble de la région du Sud-Ouest. Les Camerounais pourront donc exercer leur droit de vote. Nous y veillons. Et nous disons à qui veulent entendre que ceux qui hésitent encore, parce qu'il y a toujours des gens qui hésitent, qui sont de telle ou telle localité, qu'ils les reviennent voir, faire l'expérience, même pour 1 ou 2 jours. Ils seront émerveillés de savoir que la peur, là, ce n'était que du vent. En fait, des mesures mises en place, comme je l'ai dit tantôt par le président de la République, par son gouvernement, et la volonté des leaders politiques, des élus locaux, les représentants des communautés, tous ces efforts combinés ont ramené la sérénité. Mais cela ne veut pas dire que c'est
activités ne sont pas là. Elles sont là, mais elles sont très, très marginales. Elles ne peuvent plus, en aucun cas, bloquer une activité administrative, une activité étatique, un programme gouvernemental. Parce que les populations elles-mêmes ont repris goût à la vie et veulent et tiennent à démontrer qu'elles sont des populations citoyennes, des populations camerounaises. Cette stigmatisation, on appelait les gens en bas et autres, les a traumatisés et ils veulent se dépouiller, ces populations veulent se dépouiller de cette étiquette. Vous savez d'ailleurs à ce sujet que les villes du sud-ouest, depuis l'époque coloniale, c'est-à-dire Buea, Tchiko, Limbe, Kumba, ont toujours été un laboratoire d'intégration nationale, où l'on ne connaît pas le tribalisme, où l'on ne connaît pas la haine. Vous avez, dans votre corps de journalistes, des célèbres, des icônes comme Zakarinko. Vous savez que... Willy Niba. Willy Niba, Zakarinko, et originellement, ses parents, ses grands-parents sont originellement originaires de la Lekié. Mais ils sont nés là, à Buea, ils y ont grandi. Et le professeur Julius Ngol, le frère de Zakari, le professeur Beltus Bejanga, tout ce monde-là. Donc, c'est une société, une communauté, par l'agglomération du Sud-Ouest, qui sont des modèles d'intégration nationale. Et aujourd'hui, conscients de leur passé glorieux et de leur identité républicaine, ont décidé de désormais vivre comme elles le vivaient par le passé, à savoir vivre leur citoyenneté camerounaise. Et surtout, au regard du fait que l'État ne cesse de mettre en place de nombreuses infrastructures pour leur faciliter la vie. C'est à eux de jouer. Donc, les élections. On va commencer par la campagne électorale. Les élections elles-mêmes, les inscriptions sur les listes électorales, toutes ces activités ont été menées partout. Et là où il est programmé des bureaux de vote, il y aura effectivement élection. Les Camerounais de ces différentes localités pourront se rendre le 12 octobre pour remplir leur devoir citoyen de vote. Merci pour ces assurances, Monsieur le Gouverneur. Une dernière question. Vous savez, la compétition qu'on appelle le Mont Cameroun, la course du Mont Cameroun, elle avait été baptisée... The Race of Hope. The Race of Hope, la course de l'espoir. Alors, peut-on, de manière sereine, avoir de l'espoir d'un rétablissement complet de la situation socio-sécuritaire dans la région du Sud-Ouest? Bon, vous avez évoqué la course de l'espoir. Je voudrais vous rassurer que même au plus fort, en 2017-2018, la course de l'espoir dite, qui est une compétition internationale. Tout à fait. Parce que chaque année, nous recevons pas moins de 12 délégations étrangères qui viennent participer à cette course-là. La course de l'espoir a toujours eu lieu. Les populations de la ville de Buea et tous les environs tiennent à cet événement sportif. Vous avez, je peux dire, vous avez la Coupe du Cameroun, oui, à Yaoundé, et la course d'espoir de Race of Hope, yes, à Buea. Oui. Les populations veillent elles-mêmes à cette activité sportive. Donc la course a toujours eu lieu, même au plus fort. Il y a 2 ou 3 ans, ils avaient tenté de perturber avec un explosif là sur l'itinéraire qui n'avait fait aucun danger. Mais la course est là. Elle a résisté. Elle est encore là. Elle s'améliore. La course de l'espoir est une identité de la ville de Buea et des populations du Sud-Ouest. Elle
est d'ailleurs plus dynamique que par le passé, parce que ça a souvent été une occasion pour les populations de Buea du Sud-Ouest de démontrer que Buea a retrouvé la norme républicaine, les mentalités républicaines, et que Buea vit, que Buea accueille tous les Camerounais qui veulent visiter cette grande destination touristique. Vous le savez, au Cameroun, nous n'avons que le mont Cameroun qui a un grand site touristique. Il n'y en a pas ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. Donc si vous voulez voir, je crois que c'est la 2e ou la 3e montagne en Afrique, venez à Buea et ne vous privez pas de cela à cause de cette peur que certains continuent de manipuler. Soyez rassurés, venez à Buea. Si vous avez vos habitudes, venez découvrir Buea, venez enjoy Buea. Venez enjoy Buea, ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur le gouverneur Bernard Okali-Abilaye, d'avoir répondu aux questions de PRC-TV. C'est moi qui vous remercie pour le grand honneur de me faire découvrir cette chaîne, cette nouvelle chaîne de télévision, cette délicate et grande chaîne de télévision. Vous m'avez invité et permettez que je vous invite aussi à Buea. Volontiers. Pour que les gens du public de Buea, qui est habitué à la CRTV, sachent qu'il y a une autre télévision de haut niveau, la PRC-TV. Cette invitation a été bien reçue parce que nous avons l'honneur d'avoir ma hiérarchie en coulisses. Eh bien, nous serons certainement à Buea dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé avec attention cette édition de la grande interview. Un nouveau numéro sera enregistré bientôt. Restez sur nos antennes. À bientôt, à très vite sur PRC-TV.